Bonjour à Bonjour tous, à tous, je vous je propose vous de propose de débuter dès à débuter dès à présent ce présent ce webinaire sur la webinaire sur la décarbonation de l'entreprise décarbonation de l'entreprise industrielle. industrielle. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez dans Est-ce un premier temps fermer vos micros pour que le webinaire puisse se dérouler de façon correcte? Euh, alors, ce webinaire est co-organisé par le pôle de compétitivité d'Herbie, la Cleantech Valley et également l'UIMM. Pour le bon déroulé de ce webinaire, donc voilà, merci à tous de couper vos micros. Il y aura des temps qui seront dédiés tout au long de la présentation pour que vous puissiez prendre la parole directement, ou bien vous pourrez voilà, poser vos questions via l'outil de chat pour qu'on puisse voilà, les poser au fur et à mesure. Et pour information, ce webinaire sera enregistré et donc il y aura un replay qui vous sera envoyé. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 5 personnes pour ce webinaire. Il y aurait une première partie qui sera dédiée au photovoltaïque et à l'autoconsommation, avec 2 interventions, une de Daniel Augello, le dirigeant de IMP Sud, et une autre intervention de François Cisterne, le responsable équipe IP2I de Sanofi. Nous aurons ensuite l'intervention de Baptiste Barthez, ingénieur de développement Water Horizon, qui évoquera les sujets autour de la chaleur industrielle et de la chaleur fatale. Puis Philippe Alves, cofondateur de Filexis, évoquera les sujets autour de la mobilité et de la décarbonation de l'industrie. Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir Virginie Monnier-Mang, qui est présidente de la Cleantech Valley et qui pourra apporter une conclusion à ce webinaire. Avant de laisser la parole aux différents intervenants, je vous propose quelques éléments de contexte et d'enjeu. Alors, ces éléments sont connus globalement de tous, hein, mais il y a une augmentation actuelle qui est forte en termes du coût de l'énergie, en termes du prix de l'électricité, une augmentation également au niveau de la population, de la consommation, des besoins d'énergie, et également un impact qui est assez fort en termes de gaz à effet de serre et de dioxyde de carbone. Il faut savoir aujourd'hui que l'industrie génère à peu près un cinquième des émissions de gaz à effet de serre, et également savoir que 36% de la consommation des combustibles est perdue sous forme de chaleur fatale. C'est pourquoi il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place, notamment la stratégie nationale bas carbone, afin de diminuer ces émissions de 35% à l'horizon 2030 et de 80% d'ici 2050. Donc l'industrie a un impact qui est fort en termes d'énergie, d'environnement, d'économie. C'est pour ça, aujourd'hui, il est possible de réaliser un certain nombre d'audits afin de trouver des leviers d'optimisation, que ça soit sur les systèmes de management de l'énergie, l'autoconsommation photovoltaïque, la rénovation, la récupération de chaleur fatale, la mobilité, mais également aussi l'isolation, l'étanchéité, et etc. Donc, c'est des sujets qu'on va développer ensuite hein, avec les différents témoignages. Il faut savoir que pour vous accompagner dans cette démarche-là, il existe un certain nombre de dispositifs d'aide pour que vous puissiez voilà, être épaulé. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de rentrer dans le détail de tous ces dispositifs, mais de vous donner un peu une liste. Et dans un second temps, si vous avez besoin, on peut regarder individuellement et spécifiquement vos projets actuels et voir quelles sont les aides dont vous pourriez bénéficier. Par exemple, côté ADEME, vous avez des aides qui sont dédiées aux études, à la R&D, à l'innovation, au déploiement, à l'industrialisation. Voilà, ce sont des aides qui sont assez complémentaires, assez larges. Par exemple, sur l'innovation, vous allez retrouver des dispositifs comme IBAC PME sur des projets d'innovation inférieurs à 1,5 million d'euros. Demi-bac, on va être sur des projets d'innovation supérieurs à 1,5 million d'euros. Côté ADEME toujours, vous allez avoir des sujets autour du déploiement, des aides qui sont par exemple appelés fonds chaleur, dédiés à la biomasse, au solaire thermique, au réseau de chaleur et de froid, à la géothermie, à la méthanisation, à la chaleur fatale par exemple. Vous allez avoir des aides Décarb Inde, ici qui vont être focalisées plutôt sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre des sites industriels. Et enfin, le BCIAT, vous allez avoir des aides plutôt orientées sur les projets dédiés à la biomasse. Voilà, côté ADEME, il faut savoir aussi qu'il y a des aides qui existent côté région, notamment sur le développement. Vous allez retrouver le PASS Transformation écologique, qui va être focalisé sur la production de chaleur et de froid renouvelables, sur l'économie circulaire, sur la sobriété énergétique, la digitalisation. Côté innovation, au niveau de la région, vous allez avoir des dispositifs comme le contrat innovation qui est tout à fait intéressant. Et après, d'autres dispositifs aussi qui vont être menés par BPI France, également en partenariat avec la région Occitanie. Vous allez retrouver le projet d'innovation France 2030 régionalisé, mais également des dispositifs comme le IDEMO régionalisé sur des projets collaboratifs. Voilà, et pour terminer sur un peu ce panel d'aide, vous avez des dispositifs comme le DIAG Décarbonation porté par l'ADEME et BPI France, qui est tout à fait pertinent et intéressant. Donc voilà un petit peu ce listing.
Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions ou si vous voulez approfondir vos projets actuels et voir quelles sont les aides et les dispositifs qui pourraient rentrer en ligne de compte. Je vous propose maintenant de laisser tout de suite la parole aux témoignages, notamment, cette première partie qui est dédiée à l'autoconsommation photovoltaïque et à Daniel Augello, le dirigeant de IMP Sud. Merci. Bonjour à tous. Merci à tous de couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, monsieur Augello, vous avez votre micro qui est coupé également. Merci de le réouvrir. Super, merci. Ça marche? Bien. Eh bien, tout le monde m'entend? Oui. OK. Donc, je suis le gérant d'une toute petite société, le co-gérant d'une toute petite société qui a décidé de sauter le pas dans le photovoltaïque. Et nous sommes équipés depuis le mois de février d'une installation de 6 kW crête composée de 16 panneaux de 375 watts crête dont nous avons confié l'installation à un prestataire local. Devait avoir, il n'y a pas le, je vois pas le PowerPoint. Et donc, jusqu'à ce jour, en termes de chiffres, pour pouvoir parler de chiffres, on a approximativement 60% d'économie sur notre facture énergétique par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on était aux alentours de 2 500 € sur l'année de facture énergétique. On a alors un petit conseil, un petit retour d'expérience après quelques mois. Ce qui est très important, c'est de pouvoir assurer la partie administrative. Alors, vous êtes aidé par votre prestataire, mais en fait, vous rencontrez le commercial avant de rencontrer le technicien. Moi, je vous conseille, si vous le pouvez, de pouvoir rencontrer d'abord le technicien, parce que vous aurez certainement des réponses à d'autres questions. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la partie administrative? N'oubliez pas de consulter votre PLU. Pourquoi? Parce que dans le PLU, vous avez une partie sur l'imposition des panneaux photovoltaïques. Et aujourd'hui, en termes de technique, les panneaux se posent en surimposition au-dessus des tuiles et non pas en encastrement dans le toit. Tout ça pourquoi? Parce que les panneaux ont besoin d'être ventilés. Lorsque les panneaux sont encastrés dans le toit, il n'y a pas de ventilation possible, les panneaux chauffent, et ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous avez des panneaux qui chauffent, vous avez une production qui est moindre. En fait, les panneaux donnent le maximum de leur rendement aux alentours de 25 degrés. Lorsqu'on est, par exemple, dans des moments de canicule, c'est toujours compliqué d'avoir une bonne production. Vous avez une production qui baisse. Voilà. Ça, c'est très important. Rencontrez la mairie, rencontrez vos élus, parlez-leur-en et essayez d'avancer avec eux sur ce sujet. Voilà. L'autre slide, s'il vous plaît. Sur ce slide, vous avez pour la journée du 17 mai, donc un graphique qui vous est proposé par l'application smartphone ou par le site internet de votre onduleur. Et on se rend compte qu'on peut avoir certaines journées une production qui peut être 75% plus importante que la consommation.
Donc, ce jour-là, nous avons produit plus de 43 kilos et on a consommé pas tout à fait 25 kilos. Donc, c'est intéressant. Alors, on voit qu'on a des pics de conso, des pics de prod. C'est assez compliqué de pouvoir, dès les premiers temps, se lisser et de pouvoir arriver à l'équilibre parfait. Voilà, c'est un peu difficile, mais il faut y tendre, il faut connaître son installation, il faut la surveiller avec les différents indicateurs que vous avez. Et normalement, ça devrait aller tout seul. En tout cas, les tableaux de bord proposés par les applications sont une vraie aide au quotidien. Changement de slide, s'il vous plaît. Alors, l'autosuffisance et l'autoconsommation, deux noms dont on ne sait pas forcément sur quoi ça représente. Donc, pour cette année, voilà, là, vous avez les graphes de notre production et de notre consommation. Donc, sur le mois de mai, nous avons été autosuffisants à 72%. C'est-à-dire qu'on a calculé la part de la production consommée par rapport à la consommation totale, la part de la production consommée, pardon, par rapport à la consommation totale, alors que l'autoconsommation est la part de la production consommée par rapport à la production totale. Donc, on voit qu'on arrive à 80% sur le mois de juillet en autoconsommation et en autosuffisance à 72% sur le mois de mai. Les valeurs, bien évidemment, vont changer tout au long de l'année. La courbe du soleil n'est pas la même en automne et en hiver. Les heures d'ensoleillement non plus. Et il faut faire avec. Voilà. Donc, aujourd'hui, je ne peux vous faire ce retour que sur quelques mois, mais j'en suis très, très, très satisfait à la fois de l'entreprise qui est intervenue et du matériel choisi. Un petit détail à savoir, ce n'est pas parce que vous avez des panneaux solaires sur le toit que lors d'une panne réseau, vos panneaux produisent. Voilà, vos panneaux ne produiront pas, ils seront coupés pour des raisons de sécurité si jamais le réseau électrique est arrêté pour panne, travaux ou autre. Il faut après voir avec les installateurs au niveau des onduleurs. Il y a certains onduleurs qui ont des spécificités qui permettent de renvoyer la production des panneaux sur une prise électrique à hauteur de 3 kg. Ça s'appelle du PV Point. C'est aussi une aide qui peut être intéressante puisque malheureusement aujourd'hui nous avons de plus en plus d'appareils qui sont consommateurs d'énergie. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on les connaît très bien lorsque l'énergie n'est pas au rendez-vous. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions ou est-ce qu'il y a eu des questions sur le chat? Alors, je ne vois pas de questions sur le chat. Si des participants souhaitent poser des questions, vous pouvez lever la main. Vous avoir apporté quelques éléments et s'il y a des questions a posteriori, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Augello. On va peut-être passer à la deuxième intervention sur l'autoconsommation et puis on regardera s'il y a des questions à ce moment-là. Et voilà, donc je laisse tout de suite la parole à François Cisterne, donc, qui représente la société Sanofi et qui va nous parler voilà, de son témoignage du projet d'autoconso PV. Merci. Bonjour à tous. Voilà, effectivement, on continue sur le thème de l'autoconsommation. Donc, moi, je travaille au service technique du site de Sanofi Chimie à Ramon, donc, qui est un site industriel gros consommateur d'énergie, puisque nous consommons plus de 50 gigawattheures d'électricité par an. Donc, notre facture d'énergie électrique dépasse les 5 millions d'euros. Donc, si on peut passer au slide d'après. On a décidé, donc là, au passage, vous voyez là, le parc que l'on a inauguré cette année.
Donc, on a décidé en 2016 de réfléchir à l'utilisation de foncier que l'on a sur notre domaine pour faire du photovoltaïque. Donc, depuis 2016, il y a eu pas mal de réflexions pour voir comment on pouvait faire. Donc, évidemment, il y a des études topographiques, il y a des études écologiques, il y a est-ce qu'on fait de l'autoconsommation, est-ce qu'on fait de la réinjection, comment on va gérer ça avec les autorités de tutelle, avec la mairie, la préfecture, la BREAL, etc. Il y a un certain nombre d'autorisations à obtenir, dont les autorisations de défrichage. Alors, je n'ai pas précisé que c'était un projet de panneaux photovoltaïques au sol. Vous l'avez vu sur la photo, hein, contrairement apparemment au premier intervenant qui doit avoir des panneaux sur le toit. Et donc, pendant 4 ans, avec notre partenaire EDF Renouvelable, on a bâti ce projet avec pas mal de péripéties. Une fois qu'on a fixé un cadre, il faut voir le financement. Donc là, en l'occurrence, on est sur un financement en leasing, c'est-à-dire en location-vente, donc avec le partenaire, hein, ce qui veut dire que c'est le partenaire qui prend en compte l'investissement et ensuite l'utilisateur qui va payer une sorte de rente ou de loyer tous les mois. Et on est sur un contrat de 12 ans. Alors en plus de ça, on a bénéficié d'une subvention de la région et de l'Union européenne, hein, qu'on appelle le fonds FEDER, pour parfaire le financement. Donc, une étape très importante dans ces projets-là, c'est le permis de construire. En l'occurrence, comme on se met sur de la terre, de la garrigue, qui est tout autour du site, eh bien, le permis de construire est attribué par la préfecture. Et donc, ça prend énormément de temps. Il y a différents services de l'État qui donnent leur avis. Donc, en 2022, on a eu ce permis de construire et les travaux ont pu commencer au printemps de cette année, de l'année 2022. Une construction finalement relativement rapide, puisque en avril 2023, on pouvait réinjecter les premiers kilowattheures sur notre circuit électrique interne. Voilà, donc on peut peut-être passer à la slide suivante pour parler des résultats. Donc vous avez ici, alors d'abord peut-être les caractéristiques du parc PV. Donc on est sur une production de 5 à 6 gigawattheures par an. C'est 10 000 panneaux qui sont posés sur un terrain de 4 hectares avec 4 mégawatts crête de production. Donc ce qui fait une autoconsommation de 11%. Alors, un facteur important, effectivement, pour l'autoconsommation, c'est de voir si on est capable de tout réinjecter sur le consommateur ou pas. On a vu dans le cas précédent qu'il y avait des fois où on ne pouvait pas consommer la production. Donc, ici, vous voyez sur notre graphique, c'est notre appel de puissance sur le réseau Enedis. Donc, vous voyez, à partir du 17 avril, des creux qui commencent à se faire. Vous avez un graphique en dents de scie, c'est justement parce que notre centrale produit, donc on a besoin de moins tirer sur le réseau. Donc, on voit que c'est plutôt très efficace et qu'on n'a pas de problème de surproduction, puisqu'on est capable de tout consommer directement sur notre site. Donc voilà, c'est en marche depuis le 17 avril et vous voyez que tous les jours, ça fonctionne très bien en fonction du temps, évidemment. Vous pouvez voir ici les consommations sur mai, juin, juillet, août de 2022 et de 2023, donc avec un écart assez conséquent. Donc on a un écart de 3,7 gigawattheures, pardon, il y a une erreur, hein, excusez-moi. Donc, dont 2,8 qui viennent de la production photovoltaïque. Bon, il se trouve qu'on a fait aussi, dans le même temps, 850 mégawattheures d'économie. Je voulais montrer ici, non, il n'y a pas de surplus qui sont injectés, on consomme tout sur place. Et un autre avantage, c'est pendant les périodes chaudes, ici, je vous ai mis un zoom sur un des jours de juillet.
donc où il fait très chaud. Donc, il se trouve que notre production, notre consommation électrique en juillet était très haute. Alors, c'est la courbe noire. Hein. La courbe noire, on voit que sur juillet 2022, tous les jours, on a un pic de consommation aux heures les plus chaudes. Eh bien, avec la centrale photovoltaïque, c'est l'inverse. Hein. On a un creux aux heures les plus chaudes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre contrat de fourniture, on a possibilité d'aller baisser notre maximum d'appel de puissance, ce qui peut faire des économies au niveau du contrat. Voilà. Donc, je vous ai mis la somme hein, qui est économisée depuis le début. On est déjà à quasiment 550 000 euros. Donc, vous voyez que c'est très intéressant. Ensuite, des perspectives. Alors, il faut passer au slide suivant. Voilà, donc les perspectives, c'est que on a lancé un appel d'offres pour faire une deuxième centrale avec deux parties. Donc, une partie plutôt couverture de zone entreprise, donc plutôt panneaux sur des sortes de hangars agricoles et puis des ombrières sur des parkings, avec au passage création de 3000 m² de stockage. Donc, ça, c'est pour notre entreprise. C'est un des plus pour notre entreprise. Et puis, à nouveau, des panneaux au sol, puisqu'on a encore un foncier important, et donc on envisage d'aller jusqu'à 10 à 12 hectares de production. Donc là, on passe à l'étage supérieur, si j'ai envie de dire. Avec toujours une autoconsommation, mais l'autoconsommation, elle a une limite. Si vous produisez plus que vous consommez, vous ne pouvez pas autoconsommer. Donc là, on passerait sur une option de stockage en batterie qui est très intéressant et qui ouvre plein de possibilités. Par ailleurs, je voulais signaler que sur notre site, on a beaucoup d'initiatives de décarbonation, autres que le photovoltaïque, bien sûr, comme la géothermie, la chaleur fatale, la réduction à la source de nos demandes et l'optimisation des réseaux. Voilà. Et tout ça nous mène sur une feuille de route qui va nous permettre de diminuer de moitié notre besoin en gaz en particulier. Voilà, donc j'espère pas avoir été trop long et pouvoir répondre à des questions s'il y en a. Merci de votre attention. C'est parfait, merci beaucoup. Merci pour ces 2 premières interventions. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Est-ce que Romain, il y a des questions? Oui, alors il y a une question qui vient d'apparaître dans le chat. Pourquoi ne pas avoir équipé les toits d'un foncier déjà construit plutôt que de payer un achat ou location d'hectares? Les besoins Alors, de surface, je suppose. quand on fait du photovoltaïque au sol, c'est 4-5 fois moins cher hein, que de mettre des panneaux sur les toits. Et puis, on n'a pas 4 hectares de bâtiments disponibles, hein, vous vous doutez bien. Donc là, les surfaces n'ont rien à voir. Merci. Et D'autant il y avait plus, une autre chose, Oui, pardon. c'est que dans le milieu industriel, les toits sont occupés en général avec plein de choses, comme des ventilateurs, des centrales thermiques, des réseaux de tuyauterie. Donc ce n'est pas du toit comme un hangar agricole, par exemple. Merci. Vous parlez d'une économie de 550 000 € par rapport à la facture de 5 millions. Est-ce bien ça? Question de la tribune. Un investissement de 5 millions d'euros et une Ah économie non, de non, non, 550 000. je n'ai pas donné la somme de Ah, l'investissement. Oui, nos factures, je vous ai donné un ordre de grandeur, mais je ne vais pas vous donner les chiffres exacts. Mais bien sûr. vous avez en fait la somme n'est pas dépend complètement de votre contrat avec votre fournisseur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est les 5 à 6 gigawattheures d'économie. Ensuite, chacun peut aller le convertir avec son tarif d'électricité. Mais effectivement, nous avons une consommation, enfin, on espère avoir à peu près 10%, entre 11 et 12% de notre consommation qui va être assurée par le parc. Merci.
Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Ok, peut-être une toute dernière, ça serait, Monsieur Cisterne l'a évoqué rapidement, là, les enjeux autour du stockage. Peut-être Monsieur Augello, est-ce que vous voulez souhaiter répondre, enfin, un petit peu développer sur ce sujet-là? Quels sont les points positifs, les limites de l'utilisation du stockage aujourd'hui, peut-être? Alors, aujourd'hui, on n'a pas défini Un instant. On n'a pas défini aujourd'hui d'option de stockage parce qu'il est important d'abord de savoir comment on arrive à vivre avec l'installation en place. Il faut modifier nos manières de fonctionner et on s'est donné un an pour réfléchir au sujet, collecter des informations de production et voir après ce qu'on va faire. Il faut arriver à avoir des données pour donner aux prestataires afin de savoir comment dimensionner la partie stockage, savoir quand est-ce qu'on en a le plus besoin et à hauteur de combien en puissance. Par contre, il existe une solution alternative à moindre coût, très facile à mettre en place pour tout le monde, que ce soit des particuliers ou que ce soit des entreprises. Pour ceux qui ont des batteries externes de téléphone portable, imaginez, il y a plusieurs fabricants sur le marché, imaginez des cubes qui font à peu près 60 cm², qui sont comme des grosses batteries portables. Et que l'on peut brancher sur le secteur, que l'on peut brancher sur le 12 volts, que l'on peut brancher sur des panneaux photovoltaïques qui, eux, sont portatifs. Et donc, vous pouvez, avec des batteries de 2 kg, avoir une réserve d'énergie que vous pouvez utiliser, transporter dans votre entreprise pour des points particuliers lorsque, par exemple, il n'y a pas de production photovoltaïque ou que vous voulez augmenter votre production. Voilà, il faut savoir que ça existe. En termes de technique, de technicité, aujourd'hui, tout le monde connaît le lithium-ion. Il existe une autre possibilité qui s'appelle le lithium fer phosphate et qui permet d'avoir un nombre accru de cycles de charge et donc de faire durer la batterie beaucoup plus longtemps. Voilà. On a ce genre de batterie, on en a deux que l'on utilise ponctuellement pour des besoins spécifiques sur des machines qui leur sont, voilà, on dédie une batterie à ces machines-là et on arrive à faire bouger la courbe de la production et de la consommation au quotidien. Merci pour cette prise de parole et ces précisions. Merci à vous deux pour cette première partie. Je vous propose maintenant de passer au deuxième sujet de la matinée, qui est la chaleur industrielle et la chaleur fatale. Donc je vais donner tout de suite la parole à Baptiste Bartels, qui est ingénieur développement chez Water Horizon. C'est ça, merci. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler de la solution Water Horizon pour récupérer la chaleur fatale en industrie. Donc, un premier constat qu'on a eu chez Water Horizon, c'est qu'il y a un gros foyer de chaleur fatale rien qu'en Europe. On peut voir sur la slide suivante, voilà, un ordre de grandeur, voilà, pour se donner vraiment un ordre de grandeur de quantité de chaleur à récupérer en Europe, c'est l'équivalent de 20 réacteurs nucléaires. Donc c'est assez conséquent. Nous, on va cibler une chaleur fatale spécifique. C'est la chaleur fatale entre 100 et 200 degrés. Alors pourquoi? C'est parce qu'au-dessus de 200 degrés, on va être en compétition avec des technologies qui vont revaloriser cette chaleur pour souvent faire de l'électricité. Et en dessous de 100 degrés, c'est qu'on commence à être économiquement, on va avoir une densité énergétique de nos batteries qui vont être trop faibles. Et donc, économiquement, on commence à avoir une limite. Après, ça peut s'étudier en fonction du projet, mais pour l'instant, voilà, notre cible est entre 200 et 100 degrés. Donc, la slide suivante qui vous présente voilà, la solution. Comment on fait? En fait, on vient sur un site où il y a de la chaleur à récupérer. Donc, on va sur des sites industriels. On va venir récupérer de la chaleur qui est perdue, donc on appelle la chaleur fatale. Souvent envoyée dans des aéroréfrigérants, donc c'est la chaleur souvent envoyée aux petits oiseaux. On va venir, en fait, via cette batterie, via une sous-station, récupérer cette énergie, la stocker et la transporter vers des sites qui ont besoin de froid
ou de chaud. Donc nous, on va venir distribuer soit de la chaleur, soit du froid entre moins 10 et 80 degrés. Donc on est vraiment, nous, on va venir fournir de l'énergie. On va être fournisseur de chaleur. On ne va pas vendre nos batteries. On va rester, nous, la propriété de nos batteries va rester chez Water Horizon. Et une fois qu'elle est déchargée, on revient sur le site client. Donc on a des batteries de capacité de 1 MW. On a un cours de développement pour des batteries de 2 et 5 MW. Sur un transport, on est entre 5 et 10 MWh en fonction des conditions du client. Donc, c'est vraiment une économie circulaire. Le but, c'est de mettre en lien des sites où il y a du surplus de chaleur et des sites où il y a besoin de cette chaleur. On pourrait les connecter, mais souvent, géographiquement, eh bien, ils ne sont pas placés à côté ou c'est compliqué de venir faire un réseau de chaleur, par exemple. Donc, un peu d'historique sur la slide suivante. C'est Jean-Emmanuel Faure, le fondateur, qui a créé Water Horizon en 2017. Donc, il a développé ce prototype, un premier prototype qui a validé une levée de fonds de 12 millions d'euros. Et ça en est suivi une phase de recrutement dont je fais partie. Et depuis 2021, voilà, on développe cette première unité industrielle. Donc, c'est vraiment un scale-up. On est parti d'un prototype. Là, on est sur une unité de 1 MW. Cette unité est en cours d'assemblage et va être réceptionnée d'ici la fin du mois. On va faire les premiers tests à Toulouse. Donc le but, c'est d'avoir le plus de feedback possible, le plus de REX, pour ensuite une installation chez le client. Dans la slide d'après, je vous le montrerai, sur un projet pour démarrage d'ici fin d'année, début d'année. Donc le but derrière, c'est vraiment d'avoir une industrialisation. On va venir standardiser ces batteries et les produire le but, c'est de produire le plus de batteries et revaloriser le plus de chaleur possible pour de la production de froid renouvelable et de chaud. Donc sur la slide suivante, c'est un peu nos marchés et clients. Nous, on va cibler l'industrie, donc là où il y a de la chaleur fatale. Il y a beaucoup d'industries où il y a de la chaleur fatale, sur la pétrochimie, sur les cimenteries, sur les incinérateurs aussi, par exemple. Nos projets, les premiers projets sont sur des incinérateurs, les papeteries. Et nos clients on va cibler plutôt la consommation de froid, donc le besoin en froid, parce que pour l'instant, des solutions de froid issues de chaleur fatale, avec du transport, ça n'existe pas. Et on peut faire aussi du chaud, et on est sur un rayon de 50 km. Donc voilà, on s'est ciblé un rayon de 50 km. Ça s'étudie, mais souvent, quand on étudie un marché et quand on voit un industriel qui a de la chaleur fatale, on voit qu'à moins de 50 km, il y a un besoin. Donc il y a souvent des pôles ou industriels où il va y avoir de la chaleur et du froid, ou du chaud, du besoin de chaud, qui sont en fait jamais connectés et qui pourraient l'être grâce à Water Horizon. Sur la slide suivante, c'est la présentation des 2 projets sur lesquels Water Horizon travaille. Donc, un premier projet à La Rochelle, où on est sur un incinérateur. Donc, les incinérateurs, il y a beaucoup de chaleur fatale du fait qu'ils réceptionnent des tonnes de déchets quotidiennes et le besoin fluctue derrière sur le réseau. Et du coup, il y a souvent des aéroréfrigérants qui sont là pour compenser le surplus de ces vapeurs. Et nous, on vient bypasser, on peut dire, ces aéros, récupérer cette chaleur pour fournir du froid à un port de pêche qui est pas très loin, à 2,5 km, où il y a un besoin sur un hangar de tenir le hangar à 6 degrés toute l'année. Donc le but, c'est pas de remplacer les groupes froids, il y a déjà des groupes froids en place qui fonctionnent. Le but, c'est d'alléger, de venir se substituer en parallèle à ces groupes froids et d'alléger la facture de ce port de pêche. Deuxième projet qui est à Toulouse. Donc, pareillement, c'est sur un incinérateur. Bon, c'est un peu un hasard. On n'est pas c'est pas notre cible, les incinérateurs, mais il se trouve que sur ces 2 projets, on est tombé sur des incinérateurs. Donc, c'est la même chaleur fatale. Donc, c'est souvent de la vapeur à basse pression. Et on va un peu plus loin, mais sur un complexe piscine-patinoire qui, lui, a besoin de froid et de chaud sur le même site. Et c'est là l'innovation, c'est qu'on va faire du froid et du chaud en même temps. On va pouvoir fournir le chaud de la piscine et le froid de la patinoire. Et donc voilà une petite photo de l'équipe avec nos bureaux qui sont situés à Toulouse, sur la base Francazal, où il y a un pôle de start-up où on bénéficie de bureaux de la ville de Toulouse Métropole. J'espère que j'ai pas été trop long ou trop rapide, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette présentation. Romain, est-ce qu'on a des questions de l'Assemblée?
Je ne vois pas de questions dans le chat. Alors, il y a On Monsieur a- Système qui veut, voilà. voilà, qui veut prendre la parole, allez-y. Oui, merci. Oui, j'aurais une question parce que je n'ai pas bien compris quelle est la technologie que vous utilisez Oui, qui permet ce alors, transfert et comment vous faites alors du en froid fait, à partir on du chaud. utilise, ouais, c'est vrai que je suis pas rentré dans ce détail-là, mais on utilise en fait le potentiel thermochimique d'un mélange eau-sel. En gros, on va venir transporter, on va venir concentrer en sel une solution grâce à cette chaleur fatale. Une fois, en fait, on va faire une séparation, on va venir évaporer l'eau de ce mélange eau-sel. On va avoir une solution concentrée et une solution d'eau, et on va venir transporter ce fluide. Donc, c'est vraiment ce fluide-là qui va faire, on va transporter cette énergie. Et derrière, on va faire l'inverse, on va venir diluer ce mélange au sel qui va permettre en fait de libérer des calories. D'un côté, on va faire une évaporation et de l'autre côté, on va faire une absorption. Donc, côté évaporation, on va créer du froid et côté absorption, on va créer du chaud. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, c'est comme les machines à absorption, C'est mais comme des sauf que machines à c'est. absorption en intégrant un transport du fait que voilà, on peut transporter ces fluides-là en fait. Et quelle est Hein. la capacité de votre camion? Vous l'avez dit, Alors mais on est sur chaque rotation, on est entre 5 MWh et 10 MWh de froid. Et donc si on est sur du chaud, on est à équivalent. Même un peu plus. J'ai vu merci. peut-être d'autres questions. Oui, on a également une question sur la consommation d'énergie sur ce procédé. Alors À en quel fait, niveau? du fait qu'on fait une absorption chimique, en fait, on peut appeler ça comme une compression chimique. En comparaison à des groupes froids, par exemple, qui ont une compression mécanique, la conso élec de notre système est bien plus basse du fait qu'on a juste des pompes de circulation. On est sur de la circulation de fluide. Donc, nous, on vise, bon, pour notre démonstrateur, on vise un COP entre 15 et 20. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, le COP, mais c'est la consommation électrique comparée à la consommation, à la fourniture de chaleur ou de froid. Sur des groupes froids très performants, on peut atteindre peut-être 4 ou 5, mais c'est plutôt dans la réalité 3 ou 2 en fonction des fonctionnements. C'est là qu'il y a le gain, c'est surtout sur cette consommation électrique et sur ce COP, et cette valorisation en fait du fait qu'on vient revaloriser la chaleur qui était initialement perdue. Je vois qu'il y a une question sur les incinérateurs Merci. et crématoriums. C'est pas des cibles. En fait, il se trouve que en fait, voilà, les projets ont été portés par l'Europe et par aussi la région, et on a trouvé voilà, des sites où il y avait des récupérations de chaleur à faire, et on est tombé sur des incinérateurs. Les crématoriums peuvent être des cibles. Ça dépend bien sûr de la chaleur fatale à revaloriser. Le but, c'est de revaloriser le plus possible et d'avoir assez d'énergie pour être rentable. Merci, Monsieur Barthès. Et donc, une dernière question qui vient en complément de la précédente. Vous confirmez donc qu'il y a un gain sur l'impact carbone de votre procédé. C'est ça. Et surtout, le fait que notre fluide n'est ni explosif, ni inflammable, et il ne va pas, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre qui sont impactées par ce fluide. Par exemple, sur les groupes froids, il y a de la conso élec qui va avoir un impact carbone, mais on oublie souvent les fuites de ces gaz de frigo voilà, qui sont très, on peut dire, comment dire, ils vont avoir des émissions de gaz à effet de serre très importantes. Et ça réduit vachement beaucoup l'impact sur ce carbone. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Merci à vous. Merci pour cette présentation. Donc, on va maintenant passer à la dernière intervention donc de Philippe Alves, qui est le directeur de Filexis, qui va notamment nous parler des sujets autour de la mobilité et de la décarbonation de l'industrie. Je vous remercie de m'avoir invité à intervenir. Moi, je vais vous parler de la décarbonation des mobilités. Je vais basculer sur un slide suivant. Donc, de sommaire, je vais d'abord vous dire qui je suis, décarboner ses mobilités, et puis où en sommes-nous de la mobilité à l'hydrogène.
Le petit rappel en haut à droite, les mobilités et le transport, c'est 27% environ des émissions de gaz à effet de serre, donc un enjeu très fort. Décarboner sa mobilité, vous pouvez changer le slide s'il vous plaît. Oui, pardon, Philexis, qui sommes-nous? Nous sommes un bureau d'études tout neuf, on n'a que 8 mois d'existence, on fait du conseil, de l'assistance technique, de la gestion de projet, de l'ingénierie, dans les domaines des mobilités durables, énergie renouvelable, l'aménagement d'infrastructures, équipement de la route et l'exploitation, la maintenance de tout ça. Tout ça grâce à notre passé avec mon associé, puisqu'on est tous les deux des anciens directeurs de chez Vinci. On peut changer. Et j'oublie, on est basé à Montauban, à côté de Toulouse. J'ai entendu qu'il y avait des Toulousains, on n'est pas très loin. Pour vous parler de la décarbonation de la mobilité, j'ai choisi de vous parler d'un cas très concret. C'est une étude qui a été faite pour une société du Sud-Ouest que je vais appeler Mix Énergie, pas la citer. Donc, c'est une société qui a souhaité décarboner sa flotte de véhicules. Et avant de se lancer dans la conversion de sa flotte, les enjeux, on s'est demandé, est-ce qu'on peut réduire déjà nos flottes? Il y a une étude du parc qui a été réalisée. Déjà surprise en faisant l'analyse des kilomètres parcourus, les véhicules n'étaient pas très utilisés ou peu utilisés et des optimisations possibles. Donc déjà une première réduction de l'impact sans avoir fait une seule action. Puis il a été décidé de passer avant la technique de veiller à l'humain, changer de mobilité, c'est un changement d'habitude. Donc c'est une conduite du changement, c'est accompagner les utilisateurs, de la bienveillance, de la conduite du changement, de l'explication, de la formation. Le parc de véhicules a été pris en compte avec l'étude des usages, comment les salariés utilisent les véhicules, quelles sont leurs contraintes. Par exemple, les salariés qui ont besoin d'une astreinte, 24 heures sur 24, c'est pas le moment de charger le véhicule. Donc, on a tenu compte aussi du métier réalisé par ce salarié. Lever les verrous et les charges mentales, c'est-à-dire enlever l'inquiétude où et comment je vais charger mon véhicule. Donc, un déploiement progressif aussi de bornes et l'identification de bornes avec des abonnements pour que les salariés n'aient pas à chercher, avec des outils de mobilité notamment pour pouvoir se voir proposer les bornes les plus proches. Donc, vraiment essayer de leur faciliter la vie au maximum, pas amener de l'inquiétude. Démystifier, expliquer et clarifier. Vous voyez la courbe en bas qui est très connue, les étapes du changement. Donc, je peux même vous citer des noms pour chaque état d'esprit. J'ai des noms qui reviennent, des gens qui étaient en colère, des gens qui étaient en dépression, des gens qui étaient dans le déni, dans la négociation aussi. Et finalement, au bout du compte, ça s'est plutôt bien passé parce que l'intégration était là et il y a même des personnes qui étaient en colère qui ne pouvaient pas revenir en arrière et ne pas revenir sur des véhicules diesel. Ensuite, une fois que l'accompagnement a été réalisé, définir la feuille de route, donc lisser les véhicules éligibles en fonction des usages, adapter son parc aux autonomies et aux énergies possibles, disponibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément dit tous les véhicules seront hydrogène, tous les véhicules seront GNV. On a plutôt regardé quel véhicule et quelle énergie était adaptée à l'usage qu'on voulait en faire. Un exemple qui a été parlant, c'est l'autopartage. Le premier réflexe, ça a été de faire de l'autopartage de voitures électriques au tout début de l'aventure. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était une bêtise parce que 90% des trajets dans la journée, on fait moins de 200 km, donc largement réalisable avec une voiture électrique. Et l'idée a été de faire plutôt l'autopartage avec des voitures diesel et avoir sur le parc des voitures à haut le pied pour que la personne qui un jour a un déplacement un peu plus loin, lui facilite la vie, elle prend la voiture diesel qui est disponible. Ça nous a permis d'accélérer le passage en voiture électrique. Et ensuite, le service après-vente, il faut surveiller, accompagner, régler les problèmes et ne pas laisser les personnes face à leurs difficultés. Concrètement, sur le slide suivant, vous voyez, ah oui, c'est un exemple d'impact de l'humain sur l'utilisation de véhicules électriques. Vous avez en haut l'exemple d'une personne qui était ravie d'avoir un véhicule électrique et en faisant l'analyse de ses cycles de décharge et de recharge, on se rend compte qu'elle a frôlé la correctionnelle plusieurs fois en n'arrivant pas loin du 0% d'autonomie. Et pourtant, cette personne, quand on l'a questionnée, était plutôt contente de son véhicule électrique.
En bas, une personne qui n'était pas du tout contente, nous a fait un scandale, qui voulait à tout prix changer parce que c'était trop compliqué. Et en fait, on se rend compte qu'elle est arrivée à 15% au plus bas et que sinon, elle était toujours autour de 25% et en fait, le véhicule électrique lui était complètement adapté. Donc, ça veut dire monitorer sa flotte. Il y a des outils qui existent et pouvoir aller contrôler l'utilisation et l'usage du véhicule pour après corriger si jamais on se trompe. D'ailleurs, à la personne en haut qui était satisfaite du véhicule électrique, on a jugé que c'était un peu risqué. On a quand même décidé de lui attribuer un véhicule GNV pour pas qu'elle ait de soucis. Concrètement, sur le slide suivant, vous avez l'évolution de l'objectif qui a été défini en 2019. La direction souhaitait avoir 60% de véhicules décarbonés, sachant qu'il n'y en avait que 8%. En bas, c'est le réel réalisé, avec le réel réalisé à date, c'est-à-dire que vous voyez au départ 220 véhicules diesel, 5 voitures électriques déjà, il y avait des kangourous électriques. Et finalement, premier constat, c'est qu'on est passé de 220 véhicules sur le parc à 209, donc la réduction dont je vous parlais sur l'analyse du parc. Deuxième constat, c'est que l'électrique, on avait une feuille de route de voitures électriques, comment j'ai appelé ça, éligible. Et en fait, on a atteint en 2023 le parc de véhicules éligibles, on est à 132. Et la décision a été, on a atteint nos 100% de véhicules électriques. En fait, on n'ira pas plus loin parce que ça serait mettre les autres salariés en risque. Le bio-GNV se développe avec déjà 22 véhicules bio-GNV sur la feuille de route atteints. L'hybride, alors l'hybride, on l'a considéré comme décarboné dans mes stats parce que l'utilisation, c'est en ville. Donc, c'est des personnes qui avaient plutôt un usage urbain, ils roulaient plutôt sur la partie électrique de l'hybride, et des prévisions d'acheter des véhicules hydrogène. Et en attendant la suite, sur la décennie suivante, on verra bien ce qui va se passer et voir comment va évoluer ce parc. Vous voyez l'évolution. Le constat, c'est qu'on était beaucoup plus loin que les ambitions de la direction. Au lieu d'avoir 60% de voitures décarbonées, on a atteint déjà en 2023 73%. Et en 2025, cette société devrait être à pas loin des 80% de voitures décarbonées et uniquement 20% de voitures carbonées en attendant l'hydrogène. L'hydrogène ou d'autres énergies, parce que cette société-là n'est mariée à cœur avec aucun type d'énergie. Donc l'hydrogène, je crois que j'en parle sur les slides suivants. Aujourd'hui, en France, il y a une cinquantaine de projets. Il y a 37 stations hydrogène qui sont en service ou en passe de l'être. Ça commence à se répartir un peu sur toute la France. H2 Mobile prévoit en 2030, à horizon 2030, donc ça va arriver vite, c'est dans 6 ans, 747 stations cibles sur tout le réseau français. Vous voyez sur la cartographie où est-ce que les besoins se font ressentir, avec une cible à 350 000 véhicules hydrogène ciblés. Donc, quand on voit les courbes d'avant, on a été beaucoup plus loin que les ambitions. Il faut espérer que là aussi, que cette cible soit dépassée. Et en fait, pour terminer sur l'hydrogène, sur le slide suivant, s'il vous plaît. Donc là, vous avez, c'est aussi source France Hydrogène, vous avez l'évolution de l'hydrogène avec des mégawattheures, avec l'évolution, avec aujourd'hui, du moins en 2021, 5 mégawattheures, une cible à 6,5 gigas en 2030. 100 000 emplois créés en 2030, il y en a 5 800, un petit peu plus, puisqu'on est en 2023 aujourd'hui, le slide a un an de retard. 58 stations en projet, 37 stations en fonction. Et puis, vous voyez le parc en fin 2022 du nombre de véhicules hydrogène qui roulent. Donc, 33 bus, 240 vélos, une benne ordures ménagères avec d'autres collectivités qui ont fait des annonces de se doter. 550 oui, pardon. Et 3 poids lourds en test dans des sociétés. Donc, voilà. Voilà pour l'hydrogène. Donc, feuille de route ambitieuse, mais on va y aller. Et je crois que j'ai terminé avec mon intervention. Oui, ça, c'est nos coordonnées. Et éventuellement, vous avez besoin de champions en gestion de projet. Merci pour votre présentation. Y a-t-il des questions à ce sujet?
Romain, des questions de ton côté ou pas? Je ne vois pas de questions dans le chat. Vous pouvez Ok. toujours lever la main pour poser des questions, si vous le souhaitez. Ok, peut-être, enfin, moi je peux en poser une en attendant. C'est aujourd'hui, voilà, peut-être quels sont les freins ou les points bloquants à ce niveau pour développer un peu plus les sujets autour de peut-être de l'hydrogène, oui. Alors, les freins, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, hein. C'est que les stations attendent les usages attendent les stations. Le fait que les stations et que les usages ne démarrent pas, mais les coûts des véhicules sont encore très élevés. Il y a encore pas mal de développement, de l'attente encore de sauts technologiques sur la production d'hydrogène, parce que pour le moment, c'est encore très consommateur d'énergie. Même si l'hydrogène, le bilan énergétique d'hydrogène est très élevé par rapport aux autres sources d'énergie. Donc voilà, c'est peut-être attendre un saut technologique et il faut que la mayonnaise prenne, c'est-à-dire des usages, des stations et des projets qui avancent. Moi, j'ai été directeur d'un projet de station hydrogène sur Toulouse. J'ai étudié jusqu'à la phase permis de construire. Et c'est un projet il y a 3 ans, on l'avait déjà dimensionné à 420 kg d'hydrogène jour, avec possibilité de le doubler et de passer à 840 dès que les usages étaient là. Donc, on avait plutôt étudié une station progressive qui s'adapte aux usages. Et on ciblait une quarantaine de VL, 12 fourgons, 8 bus, voilà à peu près, avec les 240 véhicules jour, avec comment dire, leur consommation journalière. Voilà ce qu'on ciblait comme dimensionnement de la station. Donc, station évolutive, production sur place, stockage sur place, sachant que maintenant, il y a des projets de créer des grosses stations. On parle de stations qui vont faire 4 tonnes jour, notamment sur Toulouse. Il y a des projets. Et peut-être que l'avenir des stations hydrogène, c'est pas forcément de faire de la production sur place, c'est faire que de la distribution et s'appuyer sur ces grosses unités de production. Donc, on attend que tout ça arrive pour vraiment lancer l'hydrogène. Ok, merci pour cette réponse complète. Avec plaisir. Merci, Monsieur Alves. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Voilà. On peut avoir encore voilà, 2-3 minutes si vous avez des questions aux quatre intervenants d'ailleurs, hein. Vous pouvez revenir sur les sujets si vous avez des questions qui vous sont venues entre-temps. N'hésitez pas, sinon on passera sur la dernière partie. Moi, j'aurais une question, Monsieur Alves. Comment voyez-vous la complémentarité entre la mobilité électrique et la mobilité à hydrogène dans les années à venir? Ça ressemble un peu à l'étude qu'on a faite sur le slide que je vous ai présenté. Mhm. En fait, ça va être chaque usage va avoir son énergie, c'est ce que j'imagine, hein. Et en fait, en fonction des études de l'utilisation des véhicules, eh bien, il faudra privilégier telle ou telle énergie, en sachant qu'il y a le GNV. Nous, chez Filexis, on n'est pas forcément comment dire, pro-GNV, pro-hydrogène. Nous, on observe et on est convaincu qu'il y aura un mix énergétique adapté aux usages de chacun. Il y aura la place pour tout le monde. Et moi, je vois, pour répondre concrètement à la question, pardon, moi, je vois l'hydrogène comme un prolongateur d'autonomie. Voilà, c'est une voiture électrique, en fait, l'hydrogène avec une batterie plus petite, un réservoir hydrogène. Voilà, ça prolonge l'autonomie de la voiture électrique. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vous propose de passer sur cette partie conclusion. En tout cas, merci aux 4 intervenants pour vos 4 témoignages et 4 retours d'expérience. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Monnier-Mang, qui est la présidente de la Cleantech Valley et qui va conclure ce webinaire. Eh bien, merci Guilhem, merci aux intervenants, aux organisateurs pour ce webinaire. Donc, on essaie avec le pôle de compétitivité d'Herbie et l'UIMM de mettre en place une série de webinaires extrêmement pragmatiques pour travailler autour de la décarbonation des entreprises. Donc, vous avez vu des exemples concrets. Ma conclusion ne va pas être très longue, hein, mais je pense que la décarbonation, en fait, c'est un ensemble de solutions qu'il faut
entre guillemets, agencer un peu comme les pièces d'un puzzle pour arriver à atteindre la neutralité carbone. Je pense que là, l'exemple qu'on a vu sur la partie mobilité, c'est avant tout faire preuve de beaucoup de pragmatisme pour arriver à répondre quand même à la problématique première de l'entreprise, c'est de produire. Hein. Donc, il ne faut pas que la décarbonation elle se fasse au détriment d'une production. Maintenant, je pense que la décarbonation, évidemment, c'est un enjeu écologique très fort, mais je pense que c'est aussi un enjeu de compétitivité et de pérennité. On a aujourd'hui une compétition mondiale et c'est clair que la possibilité ou la capacité des entreprises à baisser leur empreinte carbone, ce sera un facteur de pérennité et puis de positionnement au sein d'un groupe ou dans des mises en concurrence qui seront importantes. Je pense qu'il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, c'est les grandes entreprises qui sont parties les premières parce que voilà, les exigences reposent sur elles avant toute chose. Mais derrière, c'est bien tout le tissu des prestataires, des intervenants qui va être interrogé aussi sur sa capacité à décarboner. Et donc, je pense que là, on a vu des solutions extrêmement pragmatiques. Hein. Je sais qu'il y avait François Cisterne qui a expliqué son projet côté Sanofi. L'autoconsommation, je pense que c'est déjà une solution pas très complexe à mettre en œuvre d'un point de vue installation des panneaux, mais qui par contre peut être extrêmement intéressante pour les industriels. Donc voilà, je pense qu'il faut s'y mettre dès maintenant parce que ça met du temps pour arriver à sortir les projets. Donc revenez vers l'UIMM, Derby ou la Cleantech Valley, on aura des conseillers, des ingénieurs qui peuvent vous appuyer pour travailler avec vous les meilleurs projets, puis aussi, comme on l'a fait aujourd'hui, vous mettre en relation avec d'autres entreprises qui ont déjà mis en place l'une ou l'autre des solutions, parce que ça peut être intéressant d'avoir des retours d'expérience pour bien orienter et bien monter ses propres choix et décisions. Voilà, j'en dis pas plus. Je pense que le webinaire était très intéressant et de bon niveau. Donc, je vous souhaite une bonne rentrée et une belle journée à toutes et tous. Dilem, tu fermes le banc? Oui, tout à fait. Ben, merci à tous pour vos interventions. Merci aux personnes présentes et à très vite. Au revoir. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir. Et Au oui, revoir. il y aura un Au revoir. replay, ça a été enregistré, on Au vous revoir. enverra tous ces éléments.